Bonjour, je m'appelle Robert Sibis, bienvenue à l'émission Narrative. Je suis très heureux et voire fier d'être ici avec Liliane El Kawam. C'est une de ces femmes dont on a toujours l'impression, quand on l'écoute ou la lit, qu'elle peut expliquer le monde. Est-ce que ce sont toujours les personnes qui s'occupent de la monnaie qui savent expliquer le monde ou quelle est la raison? Bon, peut-être revenir à mon histoire personnelle, puisque je suis quelqu'un du monde. C'est-à-dire, j'ai des origines tellement multiples qui croisent beaucoup de continents. Donc, pour moi, le monde, c'est chez moi, quoi. Donc, et j'ai jamais aimé être coincée dans une discipline. Donc, j'ai fait l'économie d'entreprise. Mais j'aurais pu faire de la chimie, j'étais attirée par la chimie. J'ai pas fait la chimie parce que c'était sur une colline et il fallait marcher tous les jours pour aller à l'université. Donc j'ai renoncé. J'aurais aimé faire du droit, j'ai pas fait parce qu'il fallait du latin. Et j'avais pas le latin. Donc j'ai pris l'économie, j'aurais pu faire l'économie politique, etc. Donc voilà, il a fallu prendre un diplôme quelque part. Je suis économiste d'entreprise. La constante chez moi, c'est l'humain et c'est l'humanité. Donc les droits de la femme, ça m'a beaucoup intéressée dans les années 80 parce que c'était très absent. Et puis aujourd'hui, c'est l'humanité qui m'intéresse. Voilà. Alors, le management que j'ai beaucoup pratiqué m'a permis de maîtriser certaines technologies qui aujourd'hui m'aide à comprendre la réorganisation de la planète. Et par hasard, dans ce parcours, je me suis retrouvée en train de faire de la monnaie, de m'intéresser à la monnaie. Mais ça m'intéresse pas en principe. Donc c'est cette vision éclectique qui vous permet d'avoir cette vision globale et pas votre discipline, j'ai bien compris. Je suis pas une très disciplinée, je suis pas opérationnelle au sens, j'ai toujours dit, si j'avais été secrétaire, on m'aurait jeté par la fenêtre. Je suis pas quelqu'un dans la routine. Donc, une fois que j'ai fini, par exemple, j'ai fini un livre qui s'appelle Dépossession sur la monnaie, j'ai plus envie de toucher à la monnaie. Voilà. Donc, j'ai fini le management. Je vois ça souvent chez les personnes qui ont des réponses générales aux grandes questions de l'actualité, qu'ils sautent d'un point de vue à l'autre. Un changement de perspective permanent et même leur façon de vivre. C'est vrai. Donc, est-ce que le monde est devenu tellement complexe que c'est la seule façon de la comprendre? Je pense que les gens, je vais répondre autrement, les gens qui se sont habitués à avoir une vie de routine vont souffrir. Ils souffrent déjà parce que même le monde de l'entreprise ne supporte plus ça. Vous avez peut-être connu la période où il y avait la théorie du chaos management. Donc, les gens qui veulent avoir leur bureau, leur place, venir toujours à la même place, il n'y a plus de place malheureusement pour eux. Et pourtant, ils sont très utiles parce qu'on a des tâches répétitives, on a des activités. Si on prend des gens qui sont au back-office, par exemple, il y a quelque chose qui est routinier là-dedans. Mais les dirigeants actuels ont voulu ouvrir l'entreprise et faire sortir tout collaborateur de sa place de travail et l'exposer. Ça, c'est le nouveau monde. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, ils font la même chose avec la société. Ils vont exposer tout le monde. On ne peut plus se cacher dans une famille, voilà. Et c'est pour ça que ça fait des années que je m'intéresse aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes... Qu'est-ce qu'elles vont devenir dans ce monde-là? Je n'ai pas de réponse. Enfin, jusqu'à il y a 2 ans, je n'avais pas de réponse. Il faut admettre que le Covid a tué beaucoup de personnes. Il faudra quand même une fois qu'on le dise. On a beaucoup de personnes âgées qui sont dans des homes, dans des EMS qui n'ont pas été soignées. On trouve ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne m'habitue pas à ça.
Exposer. Vous dites exposer. Vous pouvez décrire un peu ce processus Exposer. qui vient du monde de l'entreprise? Moi, j'ai vécu la transition des entreprises. Au début, on avait des pyramides, des entreprises très paternalistes. Qu'est-ce que vous avez fait dans ces entreprises, juste pour clarifier ça? Moi, je m'occupais de développement de ressources humaines et de développement aussi de management. Donc, vous disiez, dans le passé, les entreprises sont comme des pyramides? Oui, alors, dans les années 80, 90, les entreprises, 90, pardon, les entreprises étaient très pyramidales. C'est-à-dire, chacun avait des objectifs, une mission, un rôle très clair, et il devait répéter ça. Et on avait des directives qui venaient de la hiérarchie. Et après, on a éclaté cette entreprise. Et on a fait des petits îlots, on a fait des petites unités qui restaient connectées. Mais on a fait sauter cette grande structure lourde. Et à partir de là, celui qui était un petit chef d'équipe devait rendre des comptes, il devait faire du reporting, il devait aller présenter ça. Et subitement, il avait des clients. Il n'avait plus un chef et des collaborateurs qui obéissent. Il fallait convaincre, il fallait parler, il fallait présenter. C'est ce que j'appelle exposer la personne. Donc, si on prend un comptable, qui est quelqu'un de réservé, et ce n'est pas gênant, d'un coup, il a dû commencer à aller faire des présentations, et ce n'était pas forcément facile pour tout le monde. Donc, moi, j'ai accompagné beaucoup dans ce changement c'est un peu la logique du marché, entrer au sein de l'entreprise et organiser chaque employé. C'était bien ça ce que chaque secteur devenait un centre de coûts et de profit. Et en tant que centre de coûts et de profit, vous avez des clients, vous avez des partenaires, vous avez des collaborateurs qui vont vous aider à réaliser ça ou pas. C'est un petit entrepreneur. Donc, en fait, le collaborateur, même le spécialiste, devenait un petit entrepreneur. Et ça a été un grand changement. Et chacun a été un peu insécurisé aussi dans ce changement. Très insécurisé. Vous l'avez dit avec l'exemple du comptable, mais en fait, j'ai entendu pendant des décennies déjà les gens se plaindre que maintenant tous les contrats sont juste sur un an. Oui. Et qu'en fait, la différence entre une personne employée et une personne qui travaille à son compte n'existe plus. C'était bien ça aussi, non? En fait, la personne qui travaille à son compte est plus en sécurité que la personne qui est employée. Parce que si la personne travaille à son compte et qu'il a ses clients et qu'il a un know-how très précis, il a réussi à le cibler, il pourrait survivre même à la crise actuelle. Alors que là, vous l'avez en Allemagne, si VV ferme des ateliers, vous êtes à la porte. Si on décide de délocaliser une usine de vêtements, comme ça se fait en France beaucoup en ce moment, on veut aller au Bangladesh, etc., vous allez perdre votre emploi et vous allez vous retrouver en situation de crise et de chaos sans vos clients locaux. Ouais. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'en ce moment, il faut qu'on défende très fort. Si on veut garder un peu l'esprit d'entreprise chez nous, on doit absolument défendre les PME, tout ce qui est local. Ça peut être votre épicier de quartier, ça peut être le restaurateur, etc. Il faut, même si vous n'avez pas le pass, vous pouvez aller lui acheter quelque chose et rentrer chez vous. Le jour où ces gens-là n'existeront plus, vous allez manger ce que Bill Gates voudra que vous mangiez. Et ces projets ne sont pas géniaux pour nous tous. Il faut qu'on en parle, mais en restant dans ce changement de structure que je trouve très intéressant à comprendre. Donc j'ai compris, une personne employée devenait comme une personne qui travaille avec son compte, mais qui n'a un seul client. Donc et c'est très pervers, parce que ce n'est pas un vrai entrepreneur, en fait. On vous dit que vous êtes comme un entrepreneur. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et j'ai toujours dit, vous voulez que la personne fasse ça, ça, ça. Par exemple, je vous donne un exemple. On va vous dire, je recherche une secrétaire de direction.
Je la veux pleine d'initiatives, je veux qu'elle soit comme si pleine d'ambition, etc. Alors, la question, c'est de dire, vous voulez qu'elle prenne des décisions quand vous n'êtes pas là. Initiative, c'est ça que ça veut dire. Hein. Initiative, ça peut peut-être dire aussi faire des propositions de décisions. Oui, mais après, ça dépend. Ouais. Si je dis un peu d'initiative, moyen, beaucoup. D'accord. Alors, quand on vous dit je la veux pleine d'initiatives, ça veut dire elle prend des. C'est quand même assez extrême. Alors, elle a tout de suite ah non, surtout pas. Après, vous dites la personne cherche un collaborateur. Je le veux très ambitieux. Vous voulez qu'il soit vraiment ambitieux, donc qu'il ait envie encore, peut-être, de prendre un jour votre place. Ah non, il ne faut pas. Donc, je caricature. Non, mais je comprends. Il y a des mots qui sont un peu utilisés d'une façon exagérée. C'est sexy, mais ce n'est pas la réalité. Ouais. Donc, quand on dit entrepreneur, c'est sexy, mais ce n'est pas vrai. Ouais. On va vous donner des targets, des objectifs à réaliser qui sont irréalistes. Donc, la personne part à la fin de l'année avec un chiffre d'affaires à réaliser qui est impossible. Donc, même s'il est en succès, il va être malheureux parce qu'il sait qu'il ne peut pas atteindre son objectif. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements comme ça. Une certaine perversité par rapport à la manière de manager. Vous avez vu ça au sein de combien d'entreprises? Moi, j'ai quand même travaillé beaucoup dans les entreprises. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est humain. Vous savez, une entreprise, ce sont des humains, en fait. Hein. Et ce sont des humains qui travaillent avec d'autres humains et qui veulent fournir d'autres humains encore et qui reçoivent leurs marchandises ou d'humains. Donc, en fait, c'est une affaire d'humains. L'entreprise. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'entreprise. Donc, oui, c'est à un moment donné, vous pouvez vous retrouver en situation d'être confronté avec la réalité perverse. Je ne sais pas si c'est trop fort de dire ça, mais il y a eu beaucoup de perversité dans ce monde-là. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que l'exposition qui s'est faite au sein des entreprises dans le passé, donc il y a 20 ans peut-être, ce changement, l'exposition des employés, maintenant, elle est transposée à toute la société. Oui. Donc, expliquez ça, s'il vous plaît. En fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, on a la gestion de la sphère publique. Ça a été très important. Ça s'est passé aussi dans les années 90-2000. On a voulu changer la gestion de la sphère publique, de l'administration publique. Et on a mis en place la nouvelle gestion publique. Et là-dedans, on a introduit des notions de performance, de productivité, d'agencification. On a fait le même système, d'éclater, de faire des petites unités. Et ces unités avaient des chiffres d'affaires à réaliser, etc. Alors qu'on est dans le public. Donc cette mentalité a commencé à se diffuser en dehors de l'entreprise. Et là, on va commencer à avoir des problèmes parce que avec ces agences, on a sous-traité ces agences à des gens du public, de l'entreprise, du privé. Mais pas à n'importe qui. On a sous-traité ça aux gens qui représentent le marché financier. Donc, vous allez retrouver Veolia qui s'occupe de l'eau, etc. Et à partir de là, il n'y a plus eu de sphère vraiment protégée au niveau du marché du travail. D'accord ? Mais il y a eu encore autre chose. On a changé la comptabilité nationale et on la présente avec quelque chose qui s'appelle le added value. Et cette valeur ajoutée, posée comme ça au niveau de la comptabilité nationale, au niveau de la comptabilité des régions, des villes, etc., ça a un sens. C'est la fameuse notion de centre de coût et profit. Alors, là, vous avez un magnifique schéma et vous avez d'un coup les prestations pour les personnes âgées qui sont là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je vous pose à vous la question. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai du mal à interpréter cela. Ça me semble tout à fait bizarre. Aussi, j'ai l'impression que les mots étaient
vraiment aussi perverti. Comme, par exemple, j'avais fait un film et j'ai filmé le travail d'une agence de chômage, donc de l'ANPE allemande. Et ils appelaient les gens au chômage des clients. Voilà. Ah bah Je voilà. me dis, mes clients, les gens qui sont au chômage ne payent pas l'agence. Voilà, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi C'est ils ça. s'appellent. Et en plus, il avait marqué, c'est même pas une Oui, petite blague. je sais. Il y avait des grandes affiches, des grands panneaux disant ici pour les clients. Là. Et j'ai dit, mais les clients, mais c'est le contribuable. Vous travaillez pour le contribuable? Non, c'est la notion d'usager. Ah, Et effectivement, on n'a plus cette notion d'usager ou on a vraiment le client final. On n'a plus de régie publique. Ce ne sont plus des régies publiques, ce sont des entreprises. oui, en effet. Aujourd'hui, le transhumanisme, vous savez que je m'intéresse au transhumanisme, il viendra par la poste. C'est la poste. La poste. Y compris la poste allemande. Expliquez, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est eux qui sont aujourd'hui les dépositaires de tout ce qui est vote, e-voting. Hein. Ça se fait avec la poste. Le e-health, le passeport santé, il sera déposé, enfin s'il n'est pas déjà déposé, hein, le logiciel qui gère la santé, il est à la poste. C'est extraordinaire, mais la poste est une entité privée. En Suisse, c'était une régie, et après, ils ont splitté Swisscom avec la Poste. Et puis après, la Poste, ils l'ont splitté entre Poste Finance, la partie financière, et la partie Poste Suisse, qui est le secteur plus du courrier. Hein. Et cette Poste, c'est une société anonyme. Alors, aujourd'hui, c'est l'État qui est toujours l'actionnaire. On est avec des gens qui viennent de McKinsey, qui viennent d'ailleurs, qui sont dans les conseils d'administration. Et ça effectivement, ils ne vous considèrent plus comme un affilié, un citoyen ou quelque chose comme ça. Vous êtes un client, ils doivent rentrer un maximum d'argent, un maximum de bénéfices. Parce que même si derrière le patron ne s'intéresse pas, hein, si je prends en Suisse le Conseil fédéral, il ne s'intéresse pas aux bénéfices de la Poste, eux, ils ont des projets. Ils ont les projets d'investir en Italie, d'aller investir en France, d'aller investir en Chine. Ils peuvent investir n'importe où. Donc, vous voyez Poste Suisse, mais elle n'est pas forcément suisse. Hein. Voilà. Et ce que les gens ne comprennent pas dans la construction d'entreprises, qui est notre monde aujourd'hui public, hein, c'est que ce qui compte, ce n'est pas le propriétaire, ce n'est pas l'actionnaire. Ce qui compte, c'est celui qui a le contrôle de l'actionnariat. The elephant in the room, comme on dit, ce sont les très grands fonds qui gèrent beaucoup d'actions de beaucoup d'entreprises, comme BlackRock et Vanguard. Vanguard. Ils ont le pouvoir. Ouais. Ils ont le pouvoir. Donc, ils ne sont pas propriétaires des actions, mais ils ont quand même le pouvoir. Ils n'ont pas besoin d'être propriétaires. C'est dit, on ne sait pas pour Vanguard qui est propriétaire, non? J'ai fait des recherches, c'est pas très clair. Parce que c'est quand même une cascade d'entreprises, vous tombez sur des propriétaires, ce sont des banques, mais les banques elles-mêmes sont détenues par des fonds d'investissement. Donc c'est un jeu de pistes qui n'est pas très clair. Donc ces gens-là gèrent le monde, on peut dire ça? Alors eux, ce sont des délégués, les administrateurs. Ce sont des délégués, mais BlackRock, si on parle de BlackRock et de Vanguard et des autres, ce sont des gestionnaires d'actifs. Donc vous avez par exemple les gens qui gèrent nos caisses de pension, qui vont appeler BlackRock, « Ah, vous avez des indices comme ci, comme ça, nous on va vous suivre ou on va vous donner notre portefeuille à gérer ». Et typiquement, les banques centrales, c'est ce qu'elles font. Quand Vanguard et BlackRock disent on a X trillions d'actifs, c'est parce qu'on leur donne ces actifs à gérer qu'ils ont du pouvoir. Si on leur retire ces actifs, ils ne sont rien. Vous voyez. Donc, ce n'est pas le fait d'être propriétaire qui est important, c'est le fait d'être au contrôle financier, au contrôle
des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on sait très peu sur les propriétaires finaux. Hein. Là, on était très vite sur... on gère l'espace public comme une entreprise. Oui. Et puis, les entreprises, elles sont gérées par très peu de fonds d'investissement. Est-ce que ce raccourci de pensée tient la route ou est-ce que c'est pas trop facile de faire ce lien comme ça? C'est-à-dire que le problème, c'est que vous avez normalement deux sortes d'entreprises. Vous avez des entreprises qui sont financiarisées et vous avez des entreprises qui ne sont pas financiarisées. C'est quand on a parlé d'entreprises de PME, de gens des locaux, etc. Ceux-là, ils ne dépendent pas de BlackRock et de Vanguard et du marché financier en général, sauf s'ils sont endettés. Alors, s'ils sont endettés de nouveau, ils ont en face d'eux un représentant du marché financier qui est le banquier qui va leur donner ou pas le crédit commercial, qui va le renouveler ou pas, qui va changer les conditions ou pas. Vous voyez? Je vois. Donc, là, on introduit la notion de financiarisation de la place publique, de l'espace public et de notre espace à nous. Dès que vous avez une dette, vous pouvez vous considérer comme financiarisé. Parce que par la dette, on entre dans le grand jeu. Oui. On se soumet au grand jeu. Et sans la dette, le marché financier, il ne serait pas grand-chose. Sans la dette. On retire la dette et le ballon, il fait comme ça. La One World Company dont on a parlé, qui est notre avenir à tous, elle n'existerait pas. Elle n'existe que par la dette. Voilà, l'humanité est devenue dépendante de quelques personnes par la dette. Si vous demandez du taux variable, c'est-à-dire vous voulez rembourser à court terme, vous êtes à 2%. On ne veut pas que vous remboursiez. On veut que vous restiez endetté. C'est l'histoire de l'humanité du XXIe siècle. C'est une humanité, ce sont des agents économiques endettés, donc sous contrôle naturellement. On nous a dit qu'on ne pouvait pas survivre dans un monde dans la mondialisation si on ne devenait pas très grand. Donc, on ne sait pas d'où c'est sorti cette idée qu'il fallait absolument grandir. Donc, ils se sont mis à racheter des sociétés qui étaient des problèmes. Ils ont même racheté Sabena, le groupe qui n'a jamais fait un franc de bénéfice de sa vie, durant des décennies. C'était un cas d'école à l'université. Ah oui, Sabena, c'était quoi comme entreprise? C'était la compagnie nationale belge. Ah. Et on a racheté ça, un cheval mort. Mais je crois que ça s'est passé dans d'autres domaines. Il a fallu libéraliser aussi, on appelle ça libéraliser. Voilà. Un autre mot pervers, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de libéralisation, il y a un enchaînement en fait. Donc, quand vous êtes une entreprise seule, on vous met des wagons qui vont mal, on ne peut pas parler de libéralisation. Cette diversification, on l'appelle libéralisation. Cette diversification, donc, elle a été imposée pour la téléphonie, les télécoms, elle a été imposée pour la poste, elle est imposée, elle vient de plus haut que les États. Et on vous demande de ne plus avoir de système public au sens traditionnel. Voilà. Vous vous souvenez peut-être dans les années 90, quand on licenciait des gens, les grands groupes, quand ils licenciaient, la valeur de l'action montait. Vous avez connu cette période, non? Je n'ai pas tellement regardé les valeurs d'action à l'époque. À l'époque, ouais. À l'époque, c'était le grand scandale dans notre milieu, parce que quand on licenciait, la valeur de l'action montait. Donc, il y avait toujours cette pression du marché qui pouvait faire monter les actions, faire baisser, etc. Après, le bonus du directeur est lié aussi à ça. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, c'est un système qui se met en place. On quitte le monde de l'entreprise faite par des humains pour servir d'autres humains et on entre dans une logique qui, à mon avis, dépasse les dirigeants. Comprendre cet enchaînement, ces mécanismes, pourquoi la dette est si importante? Parce que après, ça nous rend dépendants des banques, mais les banques ne sont pas des banques, ce sont des gens, ce sont des riches. Oui, alors ça c'est de nouveau une autre
erreur, à mon avis, hein, donc je parle que pour moi. On dit les banques, ce sont des riches. Hein, mais en fait, le patron de la banque, même s'il gagne 1 million, 10 millions, 20 millions, c'est rien. Ce système, il fonctionne avec des trillions. Et les produits dérivés sont beaucoup plus importants encore. Donc, on est dans un... la notion de système, je veux pas enlever la responsabilité à quelqu'un, mais j'essaye d'analyser la chose de manière plane et calme et sans émotion. Ils ont construit un monstre basé sur les dettes. L'Allemagne, elle a un endettement qui est colossal. J'avais étudié la chose quand il y avait la crise grecque, et avec la pression de l'Allemagne. Quand on voit que l'Allemagne portait le projet grec, enfin était au front avec le projet grec, l'Allemagne ne pouvait représenter que les banquiers. Elle est endettée. Elle est terriblement endettée. Ils n'ont pas d'autre possibilité que d'obéir. Donc, moi, j'essaye de comprendre les mécanismes, de suivre un peu votre chemin de pensée. Et vous avez donc bien expliqué qu'un pays endetté n'est plus libre, comme un épicier endetté n'est plus libre. Oui. Et qu'il entre dans un jeu, dans un autre monde, au moment où l'on est endetté. Donc ça, je comprends en théorie, mais en pratique, je voudrais bien voir comment ça se manifeste. Je vous donne un exemple très pratique qui est du jour. Hein. C'est ce qui se passe au Liban. Voilà, racontez. Ça vous intéresse? Oh, bah oui, bien sûr, mais j'adore la cuisine libanaise. Ah oui, c'est vrai. Alors, le Liban, c'est très facile. C'est un pays qui n'avait pas de dette. Il avait une monnaie très forte. Il avait beaucoup d'or par rapport à la taille du pays. Et on l'appelait la Suisse du Proche-Orient. Il y a eu la guerre. Donc ça, c'est la guerre des années 80? Des années 70, 75, qui a duré jusqu'à 90. Hein. Et le pays était cassé, mais l'économie marchait très bien. Très, très bien. Donc, ils se sont organisés. Le pays était partagé, une partie d'un côté, l'autre partie de l'autre. Il y avait une ligne de démarcation, des fois, c'était quand même tendu. Mais des deux côtés, les gens travaillaient, mangeaient, buvaient. Et en gros, on a aidé les pauvres, ceux qui avaient beaucoup souffert, etc. Donc, le pays s'en sortait plutôt pas mal. On a ramené Hariri dans les années 90, début 90. Et Hariri a amené son ancien banquier de Merrill Lynch, qui s'appelle Riyad Salamé, qui est toujours aujourd'hui là, présent. Et j'ai publié sur mon blog la croissance de la dette libanaise, la dette publique. C'est parti de zéro quasiment, hein, avec Riyad Salamé. Avant Riyad Salamé, la dette publique était à zéro. Et elle a commencé à grimper. Et la croissance de cette dette était terrifiante. Pendant les années 90, il y a des gouvernants politiques occidentaux qui se sont fait un fric énorme au Liban sur ce qu'on appelle la dette libanaise. D'accord ? Donc, M. Salamé a invité la planète entière à venir investir dans la dette libanaise. Mais le problème, c'est que quand vous faites ce genre de choses, la dette se multiplie. Parce qu'il faut payer ces gens. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle a explosé. Et parallèlement, il s'est arrimé au dollar. Donc, en valeur absolue, en valeur dollar, nous qui essayons d'aider là-bas, on envoie des francs suisses, des euros, des dollars. Les prix n'ont pas tellement augmenté en réalité. Mais ils n'arrivent plus à payer à cause de la valeur du taux de change. Le taux de change, c'est le taux de change qui est catastrophique. D'accord ? Donc, et plus ils sont endettés, plus ils doivent payer en dollars, s'il vous plaît. Parce qu'il a fait des dettes en dollars. Oui, bah c'est la même chose avec l'Allemagne de l'Est. Après la réunification, il y avait tout le change extrême, c'est-à-dire qu'une marque Est, deux marques Est valaient une marque Ouest. Donc ça faisait que les prix, que les gens de l'Est ne pouvaient plus acheter des choses de l'Ouest. C'est ça. Et ou l'autre exemple, c'était l'Argentine, où
vous avez aussi ce... Alors, c'est la fête. l'Argentine, Venezuela, Ouais. hein, Ouais, alors c'est- c'est extraordinaire. C'est Ouais. un des pays les plus riches de la planète. Hein. Ils ont du gisement de pétrole, mais ils ont des gisements d'or. Ah, au Venezuela. Au Venezuela, de mémoire, ce sont des gens, des pays, des États qui sont très très riches. Hein. C'est l'Amérique latine, ils ont aussi du lithium, on en a besoin. Voilà, il y a le cobalt en Afrique. Tous ces pays restent très très pauvres parce que ils sont sous endettement permanent. C'est chronique. On s'intéresse à des virus, mais on les maintient en situation de maladie avancée au niveau de l'économie et on ne veut pas les laisser libres. Vous comprenez, c'est très important. Donc revenons au Liban. Le Liban, il y a eu aussi les grandes banques libanaises. Aux mains de qui? Aux mains des politiques qui sont en place. Ils sont actionnaires dedans. Et ces grandes banques ont investi beaucoup en Égypte et en Turquie. Toujours cette globalisation. Là, vous avez de l'argent, vous allez là, vous allez là, vous avez les moyens, le marché vous soutient et vous avez à la tête des gens qui sont d'accord de jouer ce jeu-là. Donc, à un moment donné, ils sont confrontés aux difficultés, pas seulement de leur pays, des pays extérieurs. C'est quand même très important. Il est arrivé une chose en septembre 2019 dont on ne parle pas beaucoup. Il y a eu un crash sur le marché des repos. Je ne sais pas si vous connaissez ce marché des repos. Il faudrait l'expliquer en tous les cas. Surtout c'est un truc qui ne me parle pas du tout, tellement c'est contraire à ma pensée, le repo. Ce sont des contrats, on dit, voilà, à tel jour, je mets à disposition mes actions ou des titres, ou peu importe, et tel jour, dans tant de semaines, je vais les reprendre à tel prix. Après, les gens perdent de l'argent, mais quand vous perdez méchamment, etc. Donc, c'est un marché hautement volatile, hautement spéculatif. Et ce marché a crashé en septembre 2019. Et c'est très important, septembre-octobre 2019, juste la veille de Covid. Mais c'était aussi la période où le Liban a été mis sous embargo par la haute finance internationale. Donc le Liban aujourd'hui, pour moi, si je veux envoyer de l'argent pour acheter à manger à des gens, je dois trouver quelqu'un qui est dans les bons papiers du marché financier pour qu'il puisse recevoir l'argent et pour qu'il puisse libérer la marchandise après. C'est incroyable. Ils nous interdisent même d'aider les pauvres. Mais là, à vous écouter, on a l'impression que c'est intentionnel, qu'on veut que les pays soient moins libres. Alors, c'est quand même pas nouveau. Hein. Les pays ont été toujours colonisés, on connaît la colonisation, on a connu l'esclavage. L'esclavage, vous savez, ça s'est arrêté officiellement, hein, puisqu'on a toujours des esclaves. Hein. Aujourd'hui, on parle ensemble, on a des petits-enfants qui sont utilisés en Afrique, en Amérique latine, en Asie, qui est qu'on appelle l'entreprise du monde. On a des petites mains, on a des gens, des prisonniers qui travaillent gratuitement, hein, presque gratuitement. J'ai vu des reportages de Arte, entre autres, qui vous montrent des enfants qui pleurent, qui souffrent. Mais où sont les associations pour les droits de l'enfant? On n'entend pas parler. Et derrière, vous avez ce que moi j'appelle les champions du marché de la haute finance. Ils sont tous là. Alors, on vous dit que ce n'est pas eux qui l'utilisent, mais c'est leur fournisseur. Oui, mais le fournisseur, il n'y en a plus, hein, puisqu'ils prennent en général, ils se mettent tous d'accord pour avoir une seule entreprise sur place. C'est vraiment tous les secteurs qui sont concernés. Donc, le cobalt, le lithium, le je ne sais pas quoi, le café, la fabrication de textiles, les usines de textiles, les usines de... c'est pas un hasard. Quand on nous interdit d'envoyer l'argent pour des œuvres caritatives, pour des gens, pour des mamans qui n'ont pas le lait, qui ne peuvent plus... J'ai un cas d'une femme qui a parlé à une dame avec laquelle je collabore. Elle lui a dit « Tiens, prends mon enfant de 18 mois, je ne peux pas lui acheter le lait. » Vous
pensez que c'est un système qui est bien intentionné? Non, je veux juste comprendre. Mais voilà. Alors après, qui fait quoi, comment, ça je ne peux pas dire, je ne sais pas. Mais je pense que l'humain a, et là je vais quand même venir à un niveau plus générique, l'humain a toujours écrasé l'humain. C'est une réalité permanente qui a commencé pour moi du temps de Caïn et d'Abel, hein. Il a tué son frère, je veux dire symboliquement, c'est quand même très fort. Maintenant, on est en train de nous dire, oui, on va faire une économie de partage, ça fait des années hein, qu'ils tournent avec ça. Le revenu de base universel, des choses comme ça. Oui, parce qu'on nous prépare à entrer dans un nouveau monde où il n'y aura plus de propriété privée, où on va vous priver du plus élémentaire article de la Déclaration des droits de l'homme. Où on redéfinit le mot privé dans propriété privée. Alors eux, ils sont privés. Alors il y a propriété dont on est privé en fait. Il y a certainement à la tête de tout ça, puisque les États publics n'existent plus, on l'a vu, ils sont corporatisés, ils sont privatisés. Il y a, oui, BlackRock, Vanguard, mais derrière il y a sûrement des gens qu'on ne connaît pas, mais qui existent. Ces gens-là existent. Donc c'est privé. Donc simplement ils veulent privatiser et être les seuls maîtres à bord. Donc je vois donc là je vois un pont que vous faites. Liebe Zuschauer, Oval Media wächst und wir haben noch viel vor. Für euch ist dieses Video kostenlos. Uns kostet die Produktion allerdings Geld. Unser Konzept steht und fällt mit eurer Unterstützung. Eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist eine Spende oder eine monatliche Spende. Werdet Mitglied auf oval.media, damit wir weiter Interviews und Videos wie dieses produzieren können. Wir bieten aber auch Bücher und vieles mehr an, wie ihr hier nun eingeblendet sehen könnt. On entre dans le monde financier par la dette, puis on continue son petit bonhomme de chemin en passant dans le monde numérique, tout digital avec son identité. Et tout ça, vous dites, est intégré dans un plan qui est le plus complexe que vous connaissez, qui a dû démarrer il y a plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement? Quels étaient les indices pour ça? Moi, j'ai fait commencer mon travail avec la Deuxième Guerre mondiale, au moment où on a mis en place l'ONU, tout le système de Bretton Woods. Le système de Bretton Woods est la structure du Nouveau Monde. Dites-moi peut-être deux phrases sur le système de Bretton Woods, même si tout le monde connaît cette expression. Voilà, c'est le moment où on a choisi le dollar comme monnaie de réserve internationale et on a créé des structures comme l'OMC, comme l'ONU. Mais le plus important, c'est l'ONU hein, quand même. Hein, le FMI, toutes ces structures supranationales, elles ont été très très discrètes longtemps. Hein. Et maintenant, elles commencent à prendre plus de... Excuse-moi, mais c'est ça le plan? C'est ça le plan de passer par ces structures de l'ONU? Oui, oui, mais ce sont des outils, hein, mais oui. Mais ce ne sont pas eux qui réfléchissent. Hein. Ceux qui réfléchissent sont ailleurs. Hein. L'ONU, c'est de la bureaucratie, c'est administratif. Et si vous voulez connaître la structure du monde, vous regardez la structure de l'ONU. C'est très intéressant. Parce que c'est une myriade de toutes sortes d'organismes, organisations ingérables. Hein. Mais ceux qui tiennent l'argent, qui payent cette structure, savent exactement où se trouvent les quelques leviers dont ils ont besoin. Donc à la fin, en fait, c'est une structure qui a l'air d'être publique, mais qui est instrumentalisée par des acteurs privés. C'est ce que vous dites là. Et elle n'est pas instrumentalisée, ils sont admis dans la gouvernance. C'est officiel. C'est même officiel, voilà. C'est officiel. C'est tous les partenariats, ils appellent ça les partenariats multipartites, quelque chose comme ça. Le système de l'ONU repose sur les gouvernements, sur les multinationales et sur les sociétés civiles. Le problème, c'est que les sociétés civiles, en grande partie les plus importantes, les plus influentes, sont payées avec l'argent des multinationales.
que les gouvernements et ceux qui tiennent les gouvernements sont payés, leurs partis politiques et leurs campagnes électorales, etc., sont payés par toujours les mêmes. Que ce soit pour le Fair Deal, le New Deal et puis le Fair Deal, il a été clairement dit qu'on voulait aller développer le monde, développer les pays sous-développés. Enfin, ils ont introduit la notion de développement à ce moment-là. Et qu'ils allaient le faire, donc les deux présidents américains de l'époque, ils ont dit qu'ils allaient le faire avec le milieu d'affaires. Donc vous dites que la crise Corona est un peu l'apothéose de ces plans qui ont été initiés après la Deuxième Guerre mondiale? Alors, dans mes analyses, je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y aurait plus de mobilité, que la mobilité, enfin pas plus, mais elle serait réduite. Je me posais la question. Et ça, j'ai publié le livre en octobre 2019. Il s'appelait Coup d'État planétaire. Donc, ça faisait, certaines personnes étaient très étonnées, mais c'est la conclusion de l'analyse, hein, c'est pas... voilà. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de numérique. C'était écrit, parce qu'en Suisse, on a quelque chose qui s'appelle le e-gouvernement. Et le Suisse moyen, il ne sait pas ce que c'est, hein, celui qui est dans la rue, qui se croit encore souverain, etc. Ils ont monté un système par contrat, en fait, des accords cadres entre certaines entités, et ils ont monté un système de e-gouvernement où il y a obligatoirement quelque chose qui s'appelle l'identité numérique. Sauf que le peuple a dit non au mois de mars dernier à l'identité numérique parce que derrière, c'est géré avec et par des entités privées. Ils ont dit on ne veut pas, parce qu'eux, ils pensaient encore à la carte d'identité. On ne veut pas avoir un passeport qui vient de chez UBS ou de Migros ou des choses comme ça. Alors ils ont dit non. Mais monsieur Alain Berset, qui est à la tête de la partie... qui est Monsieur Corona pour la Suisse, il a introduit la notion de certificat vaccinal. Et au fond, quelle est la différence entre certificat vaccinal et identité numérique? Et le passeport Corona, au fond, Corona, pour moi, je m'attendais à quelque chose qui se passe dans la rue, et puis d'un coup, il y avait un virus. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Mais ça me va aussi, ça correspond, c'était le prétexte pour mettre en place ce passeport qui peut devenir un jour un passeport, d'ailleurs qui pourrait être géré par l'OMS et qui peut devenir, comme l'OMS est supranational, qui peut devenir un passeport universel. Si vous l'avez, vous pouvez voyager, si vous ne l'avez pas, vous ne voyagez pas. Oui, c'est clair que quand on prend déjà l'habitude de montrer ça, quand on entre dans un avion par exemple, évidemment, ça suggère, c'est une autosuggestion qu'il s'agit d'un passeport, en effet. Ils ont tout. Et ça s'appelle déjà passe. Mais justement, c'est justement. Et c'est pas fini. Et il y aura encore de la vaccination, il y aura peut-être encore des virus, je sais pas. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit sanitaire. Revenons à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et à la crise Corona pour faire les liens. Donc, l'autre axe de lien serait que l'endettement général de tous les pays du monde soutient une sorte de globalisation de couleur américaine. Alors moi, je ne crois pas à la couleur américaine. Voilà. Donc, moi, pour moi, elle est privée. Elle est sûrement anglo-saxonne. Je pense que la City a un rôle au moins aussi important. City of London, oui. Bah, il y a certainement des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Il faut dire 2-3 phrases là-dessus, mais finissez peut-être... C'est le quartier des banques, de la finance. C'est un quartier qui est indépendant de la reine d'Angleterre, si on veut résumer. Voilà. Donc, c'était quoi la question? La question était, voilà, si l'endettement de tous les pays du monde, du monde fait partie pour vous de ce plan qui a été initié après la Deuxième Guerre mondiale. Sans l'endettement, on n'aurait pas eu la globalisation. Parce que moi, ce que j'appelle aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la globalisation, ce n'est pas la mondialisation. Mondialisation, on a ouvert les marchés. Donc, on essaie Donc moi, j'essaie de comprendre les mécanismes d'influence
et aussi comment un système mondial comme ça peut se construire. Et donc vous dites qu'il y a un plan, une stratégie qui est très vieille déjà, au moins. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, et ça, donc comme avec votre rétro-engineering, comment vous savez ça? Pourquoi vous savez ça? Bon, il y a déjà mon expérience. Hein. J'ai coaché, j'ai accompagné beaucoup de patrons d'entreprise. Les projets ne marchent pas bien d'habitude. Hein. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de frustrations et des choses comme ça. Et on sait que pour une stratégie d'entreprise vraiment sérieuse, hein, qui se met en route, etc., même si on dit aujourd'hui que tout va vite, etc., une vraie stratégie d'entreprise, ça reste quelque chose sur 5 ans à 10 ans. Voilà, ça c'est pour une entreprise. Hein. Là, on est en train de parler d'une constitution universelle, on est en train de parler d'une citoyenneté universelle, on est en train de parler de former, ça c'est le dernier projet avec l'Académie de l'OMS, de former le personnel de santé mondial pour lui donner une uniformité dans les soins, etc. C'est quelque chose qui ne se fait pas d'un jour à l'autre. Et c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup d'argent, énormément d'argent. Donc, il y a eu au début Bretton Woods, il y a eu le feu vert donc donné par le président de l'époque qui était Roosevelt. Et à partir de là, il a clairement annoncé qu'il voulait aller apporter la bonne nouvelle économique productiviste, hein, à toute la planète. Ça, c'était clairement dit. Hein. En même temps, donc, ils ont mis en place les bases. La structure de base de la gouvernance mondiale, elle n'est pas d'aujourd'hui. Ceux qui pensent que c'est aujourd'hui qu'il y a une gouvernance mondiale se trompent. Il y a déjà un parlement inter-État au niveau de l'ONU qui intervient. Ils se retrouvent, ils se connaissent. À Genève, vous avez des séances plénières entre des députés français de la région à côté, du Grand Genève. Ils se réunissent hein, depuis des années, c'est pas nouveau. Hein. Donc c'est pas subitement le Covid qui a créé Covid et si je dis prétexte, ça peut être mal interprété parce que, on va dire, ça a été fait exprès, etc. Je ne réponds pas à la question, est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Ça, ce sont d'autres travaux dans lesquels moi, je ne vais pas entrer là maintenant aujourd'hui. Il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux, il y a des publications sur ces sujets. Ça, c'est un autre thème. Hein. Mais c'est le coming out. Il permet de faire le coming out. Et les gens ne comprennent pas que le nerf de la guerre, de la globalisation, ça a été, point 1, la mise en place d'une structure dans les années 40, 50, etc. Et point 2, tout de suite avec, c'est la création monétaire, c'est ce qu'on appelle les quantitative easing. On met de l'argent à disposition du marché financier parce que c'est lui qui globalise. C'est pas vous et moi, c'est pas votre gouvernement ou le mien. Il facilite. Et nous, on facilite malgré nous, parce qu'on travaille pour enrichir un système qui est ce qu'il est. Mais on travaille pour eux quand même, hein, quand on paye les impôts. Quantitative easing. Alors, avant de parler de quantitative easing, il faut parler de création monétaire. Je vous écoute. Alors, la création monétaire, en fait, c'est... Moi, dans mon livre, j'ai pris l'exemple d'une secrétaire qui n'a pas d'argent et qui veut finir la fin de mois. Elle va chez un usurier, vous comprenez, usurier? Oui. Elle prend une bague de fiançailles, elle la dépose chez l'usurier. L'usurier n'a pas d'argent à lui donner. Il va estimer cet argent, cette bague. Il va dire, elle vaut 120 francs, je vais vous prêter dessus, allez, maximum 80. L'usurier a un privilège, c'est qu'il a le droit, si on lui apporte une marchandise, il a le droit de vous créer un papier de zéro. Il prend une feuille de papier, d'un bloc de papier, et il vous écrit, voilà,
80 francs. Et il vous donne ces 80 francs. Et il y a quelque chose dans l'espace public qui fait que les 80 francs qui sortent de chez cet usurier, ce papier, a de la valeur, pour une raison ou une autre. Quelqu'un a décidé un jour, chez nos gouvernants, tous, de la planète, que certains usuriers ont le droit de produire de l'argent sur un bout de papier. Parce qu'avec cette petite feuille, je peux aller chez l'usurier et prendre un truc qui vaut 80 francs. C'était ça l'idée, en fait. Je peux aller ailleurs, acheter à manger surtout. Ouais, oui, voilà. Et après, comme tout le monde sait que je peux y aller, voilà. je peux aussi donner ça à la boulangère, elle me donne du pain. Qui a d'autres papiers de l'usurier. Voilà. Voilà. Alors, d'accord. Donc, maintenant, cette femme qui a laissé son argent, il se trouve que... Sa bague, oui. Elle a laissé sa bague. Oui. Il se trouve qu'elle a gagné son salaire avec de l'économie réelle cette fois. Elle prend 80 francs. Elle retourne chez l'usurier. Elle doit lui payer 80 francs, mais elle va lui payer encore des frais dessus, que lui n'a pas fabriqués. Elle va lui donner peut-être 90 francs. D'accord. Donc ce monsieur, le jour où cette dame s'est présentée, il n'avait ni bague, ni rien. Après le passage de cette femme, il a 90 francs, fruit de la force de travail de cette dame. D'accord? Et ça, c'est essentiel. Parce que l'usurier, il peut avoir son magasin tout vide et ça marche quand même. Et ça marche quand même. Mais ils n'ont pas de quoi créer. Souvent, ils n'ont pas de quoi créer. Alors après, l'usurier peut à son tour, je veux dire, si la dame ne revient pas, elle va perdre sa bague. Lui, il peut aller vendre la bague et récupérer 120 francs d'un autre usurier ou de quelqu'un d'autre et puis récupérer de l'argent, d'accord? Et le reprêter après, hein, d'accord? Donc c'est un peu ça qui se passe, hein, d'une certaine manière. C'est une caricature, hein, pour simplifier, pour faire... Oui, facile. je comprends. Voilà. Et pas tout le monde a le droit d'être usurier. Il faut... Tout le monde n'a pas le droit. Il faut une On licence, va dire que lui a le droit, lui a le droit, lui a le droit. Alors, dans notre monde à nous, ce sont des banquiers qui ont le droit. La banque du coin a le droit. Mais le gros de l'argent ne se fait pas quand même là. Le gros de l'argent, c'est la dette publique. Et cet argent-là, il est fabriqué par des gens qu'on appelle des primary dealers. Ce sont quelques banques qu'on a appelées too big to fail. Et ces quelques banques, nous les garantissons parce que, à cause de ce qu'on a vu dans les subprimes, parce qu'ils font n'importe quoi quand ils veulent, mais nous sommes toujours avec ce même modèle où notre force de travail doit garantir ces gens-là, qui sont des usuriers de luxe, hein, de high-tech. D'accord. Donc, ces primary dealers, qu'est-ce qui se passe? Ils vont créer de la monnaie à un gouvernement qui a besoin d'argent. Ce n'est pas forcément un gouvernement. Ça peut être une ville, ça peut être un canton, ça peut être un land, ça peut être un département français, ça peut être une région. Ils vont créer de l'argent. À un moment donné, ils sont primary dealers parce que ce sont eux qui créent. Ils vont prendre les reconnaissances de dette que le gouvernement, qui sont des obligations, donc le gouvernement reconnaît qu'il doit cet argent, qui est sorti de nulle part, et ils vont prendre cet argent, les primary dealers, ils vont partir à travers la planète, et ils vont diffuser cet argent, ces bons, ils vont les revendre à qui? Ils vont les revendre principalement à des banquiers centraux. D'accord? Donc, les Américains, par exemple, ont des primary dealers américains, mais ils ont aussi un ou deux primary dealers français, un ou deux japonais, un ou deux, plutôt deux suisses, etc. Dites peut-être les noms pour qu'on puisse les situer. Alors, de mémoire, hein, les primary dealers, que le plus important de tous, c'est JP Morgan, que j'ai retrouvé absolument partout, dans toutes les recherches de listes agréées de primary dealers. On les retrouve dans presque tous les pays du monde. UBS, on la retrouve aussi en Asie, hein, dans des pays asiatiques. Je crois que c'était au Japon. JP Morgan,
vend des euros à la Banque Centrale Européenne? Non, JP Morgan, ah oui, mais ils peuvent créer des euros. Ils sont admis. C'est pas la Banque en Centrale Suisse. Européenne qui crée des euros? Ah, elle ne crée pas d'euros comme ça. Hein. La banque, d'ailleurs, elle a toujours dit dans ses programmes de bail-out des banques, elle a dit on achète sur le marché secondaire. Elle l'a dit, c'est dit. D'accord, en théorie, elle pourrait. Hein. En théorie, elle pourrait. Et il faut que je sois très précise. Il y a tout ce qui est billets de banque et les coins, les piécettes, la monnaie, les monnaies physiques. Ça reste à l'État. Enfin, à l'État, à la banque centrale de l'État, qui sont en général passablement privées. Hein. Et c'est ça qu'ils veulent supprimer avec la suppression du cash. Donc UBS, pour rester avec cet exemple, où JP Morgan crée la monnaie qu'ils vendent aux banques centrales. Ouais. Ok. Et sinon, les shutdowns, quand vous entendez parler de shutdown, c'est-à-dire qu'un gouvernement peut arriver au stade où il ne peut plus payer ses factures, c'est qu'en général, les banquiers primary dealers refusent de renouveler le contrat ou d'agrandir, d'amplifier l'endettement. Hein, par exemple, ils étaient à 100 de dette, ils veulent passer à 150. L'équipe de primary dealers va dire non, pour une raison ou une autre. Ils veulent faire passer, ils veulent obtenir quelque chose en échange au crédit. C'est ce qui s'est passé au Liban, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Et voilà, il y a cette présence de plus en plus pesante de ces représentants de la planète finance. Oui. Est-ce qu'on peut donc maintenant expliquer quantitative easing? Oui. Alors, les gens pensent, et beaucoup de personnes le disent, et beaucoup de spécialistes le disent, et beaucoup d'experts le disent, que quand que les banques centrales pratiquent une politique monétaire où ils vont aller dépenser en direct sur les marchés financiers, acheter des titres, des choses comme ça. Donc, ils vont faire grossir leur bilan. Hein, et qu'en faisant ça, ils sont en train d'imprimer de la monnaie. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qu'on dit tout le temps, le printing. Hein. Donc, on dit ça et qu'ils font fonctionner ce qu'on appelle la planche à billets. C'est aussi ce qui est courant. Mais c'est vrai que si on devait créer de la monnaie billet de banque et les piécettes, on ferait fonctionner la planche à billets et cet argent, on va le retrouver au niveau du marché local et ça va créer une inflation si on fait n'importe quoi avec ça. C'est juste. On est d'accord. Sauf que selon mes travaux, qu'on peut aimer ou pas, qu'on peut critiquer comme on veut, les banques centrales se servent dans le trafic de paiement. Donc, ils ne créent pas la monnaie, ils l'achètent auprès des banques privées. Ils n'achètent pas, ils se servent. La banque centrale est responsable de la logistique du trafic de paiement. Vous devez payer votre facture, vous allez recevoir de l'argent, vous avez des comptes courants. Tout ça, c'est de l'argent qui circule, d'accord, qui est disponible. Et effectivement, pour moi, selon mon travail, les banques centrales prennent l'argent auprès du trafic de paiement et avec ça, elles peuvent acheter des devises, elles peuvent acheter des titres, typiquement Target, hein, donc elles mettent à disposition du marché et en échange, elles reçoivent des titres. Mais ça, c'est fait avec le marché bancaire ou financier qui n'est pas forcément la banque commerciale. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'hypothéquer, de prendre l'argent des déposants et de le transférer au niveau de la banque centrale qui aussi prête pour les opérations de repo. Hein, et ça, c'est officiel. C'est sur leur site. Hein. D'accord. Et en même temps, on voit que l'argent qui est au niveau local ne circule pas
il circule très peu. D'ailleurs, aux États-Unis, on voit la vélocité qui plonge comme ça. En Suisse, on la représente pas. On s'abstient. En revanche, on vous donne les éléments si vous voulez aller la calculer. Mais entre aujourd'hui et les années 90, l'argent circulait 2 fois plus dans les années 90 qu'aujourd'hui. Et donc, juste situer l'expression quantitative easing. Oui, donc c'est une manière de rapporter de l'argent, de financer les achats de dettes. On finance les rachats de... D'accord. Même, vous savez, en Suisse, ils achètent des titres des GAFAM, de Google, de Facebook. La Banque nationale suisse est, jusqu'à il y a... De nouveau, je n'ai pas regardé ces 2 dernières années, mais jusqu'à récemment, c'était le premier actionnaire de Apple. Donc, ils ont mis de l'argent, donc ils donnent les moyens à ces entreprises de venir après mettre en place toute la société numérique comme on la connaît aujourd'hui. Ils n'auraient pas pu le faire autrement. Sans cet argent, il faut beaucoup d'argent pour globaliser la planète. C'est là la numérisation de la planète et qui, de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, des entreprises comme Apple, elles sont dépendants aussi de ces banques parce qu'ils doivent aussi entrer dans un système de dette pour jouer le jeu. Ils ont beaucoup de cash, mais ils ont en même temps beaucoup de dettes. C'est absurde en soi, non? Absurde. Ouais. Au début, je ne comprenais pas, mais maintenant, je comprends parce qu'ils sont dépendants, il faut renouveler les dettes, etc. Donc, ils sont dépendants. Non, mais c'est pour faire plaisir à la banque? Non, c'est un système. C'est un système. Ils ont plein d'argent déposé. C'était un grand scandale. Hein. Oxfam avait fait un reportage, un rapport dessus. Donc, il y avait des entreprises comme ça, américaines, les grandes multinationales, elles détenaient je ne sais pas combien de trillions déposés, ils n'en font rien. Et en même temps, ils ont des dettes. Mais aussi, peut-être aussi parce qu'ils ne voulaient pas rentrer l'argent aux États-Unis pour ne pas payer les impôts, donc ils le laissaient, ils le stockaient dehors, et puis on leur faisait de très bonnes conditions, puisqu'ils sont AAA, hein. Ils sont d'office AAA, même s'ils sont mauvais, ils sont AAA parce que, et comme ça, ils obtiennent d'un pays comme la Suisse, si la Suisse leur prête de l'argent, parce qu'il y a des obligations d'entreprise, on leur donne de l'argent pour s'endetter, donc c'est aussi intéressant. D'accord, donc le AAA, c'est la meilleure note qu'on peut avoir dans le système financier, et donc ça permet d'avoir des taux d'intérêt faibles. Très faible, négatif même. Négatif. Le monde est fou, je ne comprends plus rien. Ouais. Donc il y a là, donc en fait, pour le dire autrement, excusez-moi, parce que là, ça sonne un peu technique notre conversation, là. Et en même temps, c'est très concret si je m'imagine ça, parce que c'est vraiment de la politique. Parce que là, on parle de la politique financière faite à travers, par exemple, la Banque nationale suisse, qui c'est un grand scandale en tant que tel, c'est un grand scandale. Oui, mais j'essaie de reproduire ce que vous me dites avec mes propres mots pour être sûr que je comprends. Qui finance la numérisation de la planète avec quel argent d'ailleurs? Ça vient Alors pour moi, hein, je parle pour moi. Pour moi, ça vient du trafic de paiement. C'est-à-dire, ça vient de l'argent des Suisses qui sont dans les banques commerciales. Et là, il y a des petites sommes que les banques gagnent pour chaque mouvement, c'est ça? On ne gagne rien, nous, hein, on est à zéro. Donc nous, on a de l'argent sur un compte courant. Parce que les autres, sur les comptes épargne, de toute façon, ça ne vaut pas la peine, vous risquez de vous faire confisquer. Il y a eu des lois, etc., qui ont fait peur aux gens. Donc on met sur des comptes courants. Et puis, sur les comptes courants, c'est de l'argent qui est considéré comme de l'argent appartenant au trafic de paiement. Donc, c'est de l'argent facilement accessible. Hein, et on va dire, la BNS va dire, on peut à tout moment printer, pour de vrai cette fois, hein, imprimer du vrai, des billets de banque. Hein, et c'est vrai, elle a cette possibilité.
D'accord? Mais elle le fera pas. Parce que là, alors il y aurait vraiment une grande inflation. Mais pour rester, d'où vient cet argent? C'est la très grande question que tout le monde se pose. Et les gens pensent que on imprime, donc la Banque centrale met des chiffres et puis qu'elle va transférer après, plus loin, au marché financier pour racheter de la dette, pour acheter des actions, etc. La chose, c'est que si c'était vrai et si c'était si facile, alors je pose la question, pourquoi la Grèce ne le fait pas? Pourquoi la Banque de Grèce ne le ferait pas pour son pays? Parce qu'il y a l'euro. Mais elle pourrait, théoriquement, elle est quand même relativement indépendante, elle pourrait imprimer. Normalement, l'euro aussi. Hein? Comment? La Banque nationale grecque, elle peut imprimer des euros. Elle pourrait imprimer des... Normalement, ils impriment ensemble avec la Banque centrale européenne. Ouais. Mais il y a quand même une banque centrale dans ce pays. Oui, qu'est-ce que fait? Et même, oubliez, prenez du temps où il n'y avait pas les euros. Prenez du temps où il y avait les monnaies nationales. Pourquoi, quand une banque centrale imprimait beaucoup, ça faisait de l'inflation? Et pourquoi cette fois, ça ne fait plus rien? Et au contraire, les gens, il y a un assèchement des liquidités sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous avez un crédit commercial, vous avez beaucoup de mal à le renouveler. C'est juste ou pas? Oui, en effet. C'est juste. Quand vous Parce voulez... ils ne font pas confiance, les banques. Non, voilà. Ils disent, on prend plus de risques avec un crédit commercial ici qu'auprès de la Banque centrale. C'est normal. Donc, si vous voulez, il y a là un sujet qui est très important. Si c'était si facile d'imprimer pour la Banque centrale, et si c'était la Banque centrale qui imprime, pourquoi elle ne donne pas directement au PME? Moi, je vous pose la question. Logique. Bah oui. Pourquoi elle ne... Alors, oublions l'euro, etc. Pourquoi le Liban n'imprime pas de la monnaie? Parce que il perd sa crédibilité tout de suite sur le marché financier. Et pourquoi la Suisse pas? J'ignore. Son bilan, je vous ai dit, il dépasse, et pas mal, à peu près de 1/3, hein, le PIB national. Comment ça se fait qu'elle ne perde pas sa crédibilité? Comment ça se fait que le franc suisse reste attractif? Je pose la question à toutes les personnes qui disent qu'on on imprime de la monnaie de rien, que la Banque centrale. Et de nouveau, je répète, elle pourrait imprimer, mais elle ne le fera pas. On prend l'argent de ce trafic de paiement, on le met à disposition une fois pour acheter des devises, pour pouvoir payer les obligations d'État, les obligations d'entreprise, et ils achètent avec des actions. Et en même temps, ils assurent, pour ceux qui manquent d'argent, à la fin de la journée, ils assurent des liquidités pour assouplir, voilà. Ils assouplissent beaucoup quand il y a des crashs, hein. C'est devenu un peu automatique. Donc, ça peut être un crash d'un établissement financier, ça suffit. Donc, eux, ils se débrouillent entre eux, et nous, on ne va plus rien savoir. Alors, ce franc suisse garde son argent, sa valeur, parce que finalement, c'est l'argent déjà existant qui est le fruit de la force de travail. Il ne faut pas oublier, la force de travail, c'est l'élément essentiel de toute la construction. Si les gens étaient conscients à quel point leur force de travail, leur présence était importante, je pense que les financiers ne tiendraient pas ils tiendraient pas. Mais ils savent pas, ils se croient mauvais, on leur dit qu'ils sont mauvais, hein, toute la journée, on leur dit qu'ils vont attraper des virus, qu'ils sont malades, qu'ils sont ci, on crée des malades, on a créé le sous-emploi de manière absolument volontaire et artificielle, parce qu'on a dit que s'il y avait le plein emploi, il y aurait de l'inflation. Il y aurait de l'inflation. Donc, on fabrique des problèmes qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas. On a voulu... il y a des pays comme paumés, comme le Bangladesh, dans les régions reculées ou ailleurs. Les gens sont heureux.
Alors, ils n'ont pas la voiture, ils n'ont pas les spotlights, là, les spots que vous avez, ils n'ont pas 3 ordinateurs à la maison. Ils n'ont pas, hein? Mais ils sont contents. Pourquoi on n'accepte pas? Ça, c'était un truc qui me révoltait quand j'avais déjà 18 ans. Pourquoi on veut faire du développement dont les gens ne veulent pas, qui ne leur conviennent pas, et qui les mettent en esclavage? Pourquoi? Si on répond à ça, on peut... voilà. Mais avec la globalisation, on va mettre à niveau l'humanité entière. C'est-à-dire, tout le monde recevra un revenu de base universel pour ceux qui produisent. Évidemment, ceux qui ne produisent pas, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Je ne sais pas comment ils mangeront, mais ça sera leur business. Donc... ça va être le productivisme à outrance. Et là intervient le transhumanisme. Et le transhumanisme, c'est pour pousser ces gens-là à produire plus, encore plus vite. Donc on a les exosquelettes maintenant, hein, les ouvriers qui sont équipés pour pouvoir porter plus. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on gagne comme argent? L'argent fabriqué par le banquier, quoi, hein, l'argent qui n'a aucune valeur. Mais aussi longtemps qu'on est d'accord d'apporter sa maison en hypothèque, on est d'accord de gager sa propre maison pour recevoir un argent de quelqu'un qui n'a pas qui ne devrait pas avoir ce privilège. Ça commence par ça. Donc, on va rester avec cette situation de fardeau, de porter des gens qu'on n'a pas besoin de porter. Ouais. Mais vous dites que c'est le monde entier qui fonctionne comme ça. Oui, ils ont réussi à... ça, c'est grâce à la BRI. Vous connaissez la Bank for International Settlement. Ah, non. BIS. Vous ne connaissez pas? Même pas. C'est sérieux? Oui, explique. Je suis vraiment... C'est la honte. La Banque des règlements internationaux s'appelle BRI. Elle est à Bâle d'ailleurs. Et on l'appelle la banque centrale des banques centrales. Donc, de nouveau, c'est une structure qui a été créée. Elle n'a pas été créée elle a été créée avant, hein, il me semble, comme ça de mémoire. Je crois dans les années 30. Oui, parce que durant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils se réunissaient, hein, donc il n'y avait pas de souci. Hein. Voilà, il y a un excellent livre de Adam Lebord qui parle de cet établissement. Et en fait, toute la stratégie des banquiers centraux vient de là. Tout ça, donc je vois, en fait, le problème que vous soulignez, c'est qu'il y a des gens qui puissent produire la monnaie et ont un pouvoir qui peut être un levier incroyable à la longue. Et en même temps, donc, il y a des gens qui ont vu ça et qui se sont dit il faut une monnaie qui appartient à personne mais qui fonctionne pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est un peu, ça c'est la phrase de vente pour le Bitcoin. Et l'argent crypto, vous croyez que ce sera une option pour l'avenir? Vous avez constaté que c'est sorti juste au moment de la subprime, hein, de la crise des subprimes, de nulle part. Il y a beaucoup de gens qui sont sincèrement adeptes du Bitcoin et de la blockchain, de la technologie de la blockchain. Je constate, je vous donne des faits, Bliss Masters, qui était la chef, vous connaissez peut-être, c'était la responsable des produits qui ont provoqué la crise des subprimes chez JP Morgan. C'est une ancienne de JP Morgan qui a fait, je ne sais plus, 20 ans ou je ne sais pas combien chez lui. Elle s'est mise à son compte et elle a monté une entreprise pour mettre en place la blockchain pour les banques. D'accord. Et avec l'idée de la monnaie numérique derrière. Hein. Donc, je ne veux pas parler pour le Bitcoin. Hein. Je sais pas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. En revanche, ce qui est clair, quand je vous ai dit que le trafic de paiement rentrait dans la banque centrale, suisse, mais ça peut être ailleurs, c'est le principe de la monnaie numérique. C'est-à-dire que nous sommes tous connectés on a un compte à la banque centrale. Et puis, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Oui, donc ça c'est... En fait, cette technologie, c'est approprié
Et les grandes banques, non, c'est pas vrai, excusez-moi, je recommence la phrase. Les banques centrales s'approprient cette technologie de la Bitcoin pour en faire une monnaie centrale qui contrôle les citoyens, c'est bien ça. Pour autant que ce ne soit pas les banquiers centraux qui aient développé le Bitcoin, à la base. La technologie, qui l'a créée, on ne sait pas. Hein? Donc, mais à quelle fin? Mais à quelle fin? Numérisation de la planète, globalisation. Toujours. Ça, c'est la finalité. Parce que c'est une monnaie mondiale. Monnaie mondiale, tout est mondial, mais tout est pris dans le système numérique, digital. Voilà. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites doit rentrer dans ce système. Et je pense aussi qu'il y aura votre comptabilité personnelle qui sera automatiquement, puisque je vous ai dit qu'on devient tous des centres de coûts et de profits, donc on va avoir une comptabilité probablement, hein, je ne sais pas, mais je suppose qu'on va finir par avoir une comptabilité individuelle directement sur la blockchain, en même temps que vous avez vos avoirs, si vous avez des avoirs, je ne sais pas comment, ça je ne veux pas me prononcer. Mais l'idée qui est derrière, qui serait logique, si j'étais à leur place, dans leur peau, Dieu merci, je ne suis pas, mais ce serait que chacun ait son compte en monnaie numérique, les contrats qu'il doit réaliser et toutes les dépenses, toutes les rentrées, toutes les dépenses seront sur sa sphère, la sphère qui lui est dédiée sur la blockchain et après sa participation aux différents blocs. D'accord. Mais ça reste quand même un système d'enchaînement, de chaînage. Ça reste, on est toujours dans cette logique qui est la plus importante de la perte de l'identité de l'individu, de la perte de son individuation, de la perte de sa liberté. Il n'y a plus de liberté. D'accord. Donc il y a toujours en arrière-plan cette logique-là. Pardon, je vous ai interrompu. Vous avez parlé que le monde entier fonctionnerait comme une seule entreprise. Oui. Pourquoi vous dites ça? Vous pouvez expliquer un peu? Parce que, donc on revient aux années 90. Hein. Ouais. En fait, quand on a restructuré, je vous ai dit, on a fait des organisations plates. Hein. En fait, on a éclaté les entreprises et on a créé des processus d'activité. On a fait du business process re-engineering, hein, vous connaissez peut-être. Et on s'est dit, c'est une succession d'activités pour un processus donné. Hein. On s'est dit, cette activité, elle est bien en Suisse, mais celle-ci, on va la mettre plutôt en Tchéquie. Une autre, on va la mettre à Hong Kong, etc. Hein. Donc, on a éclaté les activités. On a le cas de Swissair, hein, mais finalement, Swissair a été racheté par Lufthansa. À terme, Lufthansa, qui a les mêmes business process, enfin les mêmes, qui a ses business process à elle, on peut imaginer aussi que ces activités soient sous-traitées et délocalisées à d'autres, soit sous-traitants, soit se mettre ensemble avec d'autres entreprises du même métier. Et ils vont se mettre à créer ensemble, au lieu d'être chacun seul, on est dans une logique de rationalisation des coûts. Juste une parenthèse, quand vous rationalisez les coûts, vous réduisez automatiquement le nombre d'employés. C'est automatique. Donc, à un moment donné, cet éclatement des processus d'activité, dans une perspective de globalisation, on va se mettre à les intégrer à un niveau supranational. On ne va plus travailler seul, il n'y a plus cette notion d'entreprise individuelle, il y a une notion de famille d'activité. D'accord ? Donc, à un moment donné, vous pouvez prendre, on arrive à des oligopoles ou à des monopoles, mais en fait, officiellement, il y a des oligopoles. Mais quand vous voyez l'actionnariat, toujours le contrôle avec BlackRock, etc., en réalité, on a un monopole. Vous voyez. Donc, on va se mettre à fabriquer comme ça, par secteur d'activité, des processus qu'on va intégrer. Les sous-traitants de ces gens-là, on fait la même chose avec eux. Et ça nous donne l'entreprise Foxconn qui est emblématique pour tout ce qui est électronique. Parce que cette entreprise produit pour
tous ce les qui est électronique. ordinateurs. Ouais. Les ordinateurs, les smartphones, les écrans, etc. Le système de management est un système tyrannique, militaire, mais ça ne dérange pas. Enfin bref, ce n'est pas notre sujet. On a fait la même chose avec les administrations publiques. Et ça, c'est quand même révolutionnaire. Hein. On a dit, les administrations publiques, on les a éclatées, on a fait des petites agences, n'est-ce pas? C'est nazi, hein, d'ailleurs, c'est un projet nazi, c'est officiel. Hein, donc, général. C'est un monsieur Chapoutot, qui est un spécialiste de l'Allemagne nazie, qui a mis ça. Bon, moi j'ai pris chez lui, quoi. Hein, donc je le crois. C'est un professeur d'université. Il a fait ses recherches, il a publié. Personne n'a dit qu'il avait écrit faux, donc je le crois. Quand on fait on appelle ça agencification. Quand on fait cette agencification, on commence par la sous-traiter, n'est-ce pas? À des privés. Enfin, au début, on fait semblant de le faire entre nous, et puis après, on commence à sous-traiter. Mais on a le même sous-traitant français, par exemple, un Français, je prends Veolia pour, qu'est-ce qu'on va dire, pour l'eau, par exemple. Ils vont travailler sur plusieurs pays en même temps, donc ils vont intégrer les activités. Ils n'ont pas besoin, si avant, il y avait 10 agences qui avaient besoin de 1000 personnes, si j'intègre, j'ai plus besoin peut-être que de 100 personnes. Donc déjà, je vais perdre des emplois. Et puis après, on va commencer à... donc en intégrant, on a privatisé, on a corporatisé, on a intégré. En fait, on a fait la même chose que ce qu'on fait avec les entreprises commerciales. Vous voyez ? À la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste, par secteur d'activité, au maximum, une entreprise. Enfin, même s'ils sont 2, 3, vous avez vu, les banques, quand on les attrape, ils sont toujours 9 ou 10 qui ont fait la même bêtise hein, à un moment donné. Hein, ils travaillent ensemble. Donc, à un moment donné, vous n'avez plus vraiment de concurrence. Il n'y a pas vraiment de marché. Vous voyez? Et maintenant, il faut parler quand même des PME. Des petites entreprises. Les petites entreprises, face à des gens qui ont des privilèges fiscaux, face à des gens qui ont accès à des dettes, à des taux ridiculement bas, eux, on leur dit, au mieux, on va vous donner, mais vous êtes à haut risque pour nous, donc on va vous faire payer. Ils sont obligés de faire travailler des gens qui sont payés cher. Sur place, parce qu'on les voit, hein, ils ne peuvent pas faire venir quelqu'un et le faire travailler au noir, ça va se savoir. Donc ces gens-là sont de facto pénalisés. Et ils ne peuvent ils ont 2 possibilités, ou ils meurent, ou ils deviennent sous-traitants pour les grands. C'est la perspective à terme. Aujourd'hui, il y a eu pendant le confinement, les restaurateurs, ils pouvaient travailler en faisant appel à Uber. C'est quand même un comble. Uber, lui, voilà. Alors vous avez le monsieur qui est sur son vélo, qui pédale péniblement pour aller ramener la nourriture parce que les gens ne peuvent pas sortir. Donc, ce sont des entreprises. Donc, si vous prenez Uber, par exemple, typiquement, ce sont des entreprises qui ont été développées sur des années et des années et des années qui ont coûté des milliards, qui perdaient de l'argent pendant des années. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Et subitement, on ne peut pas faire autre chose que de les prendre en référence pour le marché de l'emploi. Ils sont omniprésents. Même si c'est pour dire on ne veut pas faire comme eux, on doit parler de Uber. Voilà. Donc, à un moment donné, ils ont réussi, à mon avis, ils ont réussi, mais ils peuvent toujours se planter, hein, ils ont réussi à intégrer les activités entre elles par secteur d'activité, même si on a des marques comme ça, tout le monde sait que les voitures, c'est à peu près, on a les mêmes sous-traitants, etc. Voilà, donc on a un monde où, pour résumer, l'espace public est devenu privé, appartient à des corporations, parce que n'oubliez pas, il y a la dette publique aussi à rajouter. Donc on a la dette publique, on a là où l'État pouvait encore gagner de l'argent, vous savez, avec, je dis n'importe quoi, ça peut être
Prenez un exemple, les timbres qu'on devait payer pour avoir une licence, pour avoir une agence financière, par exemple. Aujourd'hui, c'est une agence indépendante de l'État qui encaisse cet argent. D'accord? Donc, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État aussi. Hein. Ça augmente aussi forcément à un moment ou à un autre la dette publique. Voilà. Donc, on a des dettes publiques, on a une activité qui s'est perdue en route parce que sous-traitée, on n'a plus besoin d'autant de monde parce qu'on a vraiment rationalisé les processus. Et la question qu'a posée un journaliste, maintenant je ne sais plus si c'était Sciences et Vie ou Sciences et Avenir, à Harari, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire avec les milliards de gens qui sont devenus inutiles. Mais il a répondu qu'on n'avait pas encore le modèle économique pour ça. C'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a 2 ans peut-être. Mais c'est inutile, c'est par rapport à quoi? Ouais. L'air reste pour l'instant. C'est par rapport à l'efficacité, par rapport à la valeur ajoutée monétaire. Et c'est intéressant que c'est la deuxième fois que vous citez Harari, qui a été invité au Forum mondial économique il y a 2 ans, en fait, pour y parler. Oui. Donc, vous croyez que ce n'est pas un hasard? Non, je dis rien, je dis juste... non, mais là, je ne crois pas non plus. Ils sont très forts, je veux dire... je vous ai dit, il y a ces partenariats multipartites de l'ONU. Hein. Le World Economic Forum est un des lieux où cette chose-là peut se réaliser. Donc forcément que quelqu'un qui est très en vue comme Harari, il va être invité là. Hein, voilà. Et peut-être qu'il est très en vue parce qu'on a poussé aussi ses travaux. Hein, je veux dire, on a mis en avant ses travaux. De nouveau, on ne sait pas où est la cause, où est la conséquence. Ça n'a pas vraiment, pour moi, beaucoup d'importance. Pour moi, l'important, c'est qu'on a une machine qui s'est mise en place, qui est une machine redoutable, qui est potentiellement très dangereuse, parce qu'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. C'est un système, comme je vous ai dit, les gens... Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait grand monde qui puisse vraiment influencer. C'est une machine qui est devenue... si on me dit, je vais le dire autrement, comme je ne sais pas, si on me dit cette machine est devenue autonome, je vais dire pourquoi pas. C'est possible. Tellement c'est bien rodé, ça s'est bien mis en place. Voilà. D'accord. Je vois. Donc, qu'est-ce qui... Je ne vais même pas poser la question, mais qu'est-ce que vous conseillez dans ce monde à quelqu'un qui a pu suivre vos pensées et qui a pu lire vos livres? Comment est-ce qu'on peut agir dans un monde? Ça laisse quand même un goût de détresse, non? C'est compliqué, hein? Donc, moi, je suis une adepte, alors il y a des gens qui n'aiment pas, mais de l'analyse en général. C'est-à-dire, je pars du principe que quand on comprend ce qui se passe, on peut mettre des mots, on résout déjà pas mal le problème. Aujourd'hui, il y a la majorité des gens, la grande masse de la population n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, ils ne peuvent pas agir. J'aimerais dire aux gens, à l'humain, que l'humain est indispensable à ce système. Que toute la force de ce système repose sur la force de travail et la force de vie des individus. Systématiquement, je travaille avec du cash. Je peux rembourser toutes les dettes, même si elles sont très attractives, je rembourse mes dettes. Ou alors, je pars du principe qu'un jour, je peux laisser ma maison et partir et ça ne me dérange pas. Hein. Je peux, au lieu d'acheter une maison très confortable avec grand luxe, etc., je peux aller m'acheter un bout de terrain agricole et apprendre à faire de cultiver. Franchement, c'est
Moi, j'essaye. C'est pas génial, mais on ne mangerait pas vraiment. Mais il faut essayer de vivre. Alors, je ne suis pas en train de le dire parce que j'ai une idée pour la nouvelle société, mais je pense que chacun doit revenir aux basiques, hein, aux fondamentaux de la société et de la vie sur Terre. C'est vivre ensemble avec différentes générations dans la même maison. C'est très utile. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui, c'est surtout les petits, parce que ce sont ces gens-là. Vous savez, les garderies, elles sont aux mains des financiers. Hein. Reconstituer l'écosystème humain. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est facile à faire. Je retrouve des gens de ma famille, des amis en qui j'ai confiance. On essaye de se serrer les coudes, de se mettre ensemble, de garder les enfants les uns pour les autres, etc. Et après, il faut de nouveau faire confiance à la vie. Maintenant, si on a les moyens de constituer des réserves alimentaires, pour rester dans quelque chose de très pratique, des réserves alimentaires, pareil, il y a moyen de stocker, de se mettre ensemble, de se mettre avec des paysans. Il faut rechercher la proximité et s'informer, parce qu'on ne peut pas ne pas s'informer, mais il faut devenir maître de l'information. D'accord. Oui, je vois que vous défendez l'humain en général. Et donc... On a intérêt. On a intérêt à défendre l'humain, on a intérêt à défendre la planète, on a intérêt à défendre nos forêts qui sont en train de raser. Ils parlent de développement durable, je ne vous explique pas. Nous, on habite un coin qui était très vert, la Suisse était très verte. Quand, il y a 30 ans, on voulait couper un arbre, c'était un immense problème, il fallait vraiment négocier, machin, etc. Et puis là, maintenant, d'un coup, c'est à pleurer ce qui se passe. D'ailleurs, il y a des gens qui pleurent. Il y a une dame qui est partie, qui habite un très joli coin, plein de forêts et tout. Et puis, elle est allée travailler un jour, elle est revenue, elle a vu plein d'arbres par terre. Elle a pleuré. D'accord. Donc, vous dites que ceux qui sont au pouvoir sur cette planète ont les flux financiers, donc l'argent, au centre de leur vision. Ah oui, c'est clair. Et nous, humains, on est ressources au mieux. Des ressources humaines. On est en train de muter en ressources humaines comme dans une entreprise. Et c'est pour ça que je m'inquiétais beaucoup dans mon livre, dans mes 2 livres de 2018-2019. Je m'inquiétais beaucoup pour le sort des personnes fragiles, faibles, vulnérables. Qu'est-ce qu'elles vont devenir dans un monde qui ne veut pas leur donner de place. On pourrait leur donner de la place, comme on pouvait nourrir les gens qui mouraient de faim, etc. Mais on ne veut pas leur donner de la place. Donc, de nouveau, hein, la signature, c'est d'avoir la valeur ajoutée, qu'un État calcule la valeur ajoutée au niveau dans l'espace public. C'est inacceptable, c'est inadmissible, inacceptable. Ce sont de très bons outils d'entreprise, de comptabilité analytique. C'est inacceptable d'envisager les ménages, les foyers, l'individu comme une ressource humaine et un centre de coût et de profit. Et nous, pour continuer à faire ces vidéos, il nous faut le temps et l'espace et aussi les moyens. Donc, il y a aussi les références pour nous soutenir. En tous les cas, faites un abonnement pour la liste Telegram si possible ou au moins la liste des adresses e-mail. Avec ça, on peut rester en contact même si la plateforme ne nous veut plus ou n'existera plus, on ne sait jamais. On est en train aussi de développer notre propre plateforme, mais en tous les cas, c'est un peu comme les entreprises, on est partout en même temps. Ouais.
La difficulté, c'est de pouvoir rester en contact et de pouvoir juste avancer parce que tout change. C'est très important, si vous permettez, cette Oui. notion de contact, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des ruptures avec Internet et les individus, les gens ont eu l'habitude de communiquer exclusivement à travers les plateformes. Et on parle de Telegram, mais Telegram peut aussi s'arrêter, aussi, tout peut disparaître. Ouais. Donc, il faut vraiment privilégier la proximité, de garder le contact avec... il y a des gens à Genève qui travaillent avec les gens de quartier. Leur quartier, ils essayent de s'organiser déjà maintenant pour faire connaissance et puis devoir s'échanger les adresses, numéros de téléphone, etc. Pour pouvoir veiller les uns sur les autres et puis de garder le contact au-delà de l'Internet. Oui, oui, ça fait du sens. Voilà. Ça fait du sens. On va réfléchir sur comment faire parce que je crois que la communication à travers les frontières est très importante parce que vous avez là des changements mondiaux qui ont un impact sur tous les gens sur notre planète. Donc, pour réfléchir là-dessus, pour contrer ça éventuellement, il faut aussi communiquer à travers les pays. Donc, sans technologie, ça va être difficile. Donc, il faut réfléchir. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute toujours à la liste Telegram les adresses e-mail, mais en effet, mieux serait peut-être d'y ajouter encore le numéro de téléphone. Oui. Pour avoir un étage de plus de sécurité pour rester dans la communauté qu'on choisit. C'est ça. Ouais. Et la proximité est très importante pour manger, pour l'amitié, pour tout ça. Et de toute façon, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Voilà. Donc, en tous les cas, au revoir et à la prochaine. Merci.